Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc une vidéo sur Hannah Arendt, qui va s'intituler Des origines du totalitarisme à la banalité du mal. Alors, pour commencer, petite biographie concernant Hannah Arendt. Elle naît en 1906, donc à Hanovre, en Allemagne. Elle étudie la philosophie à Marburg avec Martin Heidegger, avec qui elle noue une relation sentimentale. En 1928, elle obtient son doctorat à Heidelberg avec la thèse Le concept d'amour chez Augustin. En 1933, elle est emprisonnée à Berlin pour ses activités contre le régime national-socialiste, puis relâchée, elle s'exile à Paris. Accompagnée de son époux Heinrich Blöcher, elle parvient à rejoindre les États-Unis. Arendt est connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. C'est la philosophie politique. Alors, de son exil aux États-Unis, Hannah étudie le régime national-socialiste et celle du régime soviétique stalinien. On va voir qu'elle va établir un parallélisme entre les deux, qui portera à polémique et à controverse. Justement, qu'elle englobe dans une nouvelle catégorie, le totalitarisme. Alors, concernant ses influences philosophiques, elle commence par lire Emmanuel Kant, Søren Kierkegaard. Elle assiste aux dissertations de Edmond Husserl, un des pionniers de la phénoménologie contemporaine. Et elle termine notamment sa formation philosophique sous la direction de notre géant de la pensée allemande, Karl Jaspers. Alors, les vicissitudes depuis son départ de son Allemagne natale la mènent à comprendre les origines du mal radical. C'est en 1951 où elle publie Les origines du totalitarisme. Alors, à sa sortie, le livre suscite une polémique, principalement parce qu'il englobe, dans la catégorie du totalitarisme, deux idéologies apparemment opposées, qui ont combattu dans des cas différents lors de la Seconde Guerre mondiale, même si on sait que le soviétisme, la Russie était entre 1939 et 1941 alliés. Donc ce qu'on appelait le pacte germano-soviétique. Ensuite, il y a eu le plan Barbarossa, etc. etc. Et donc ces deux idéologies sont considérées comme opposées et incompatibles. Le nazisme allemand et le stalinisme soviétique. On pourrait même parler du trotskisme ou du léninisme, parce que ça découle, Staline est arrivé un petit peu après. En effet, il peut paraître impensable d'évoquer en parallèle l'apparition du totalitarisme dans des conditions économiques et sociales aussi différentes que celles qu'incarnent respectivement le capitalisme et le socialisme. Et c'est là, dans tout son travail des origines du totalitarisme, où elle va mettre en exergue et en avant ces deux idéologies, bien qu'elles soient différentes, se rejoignent en partie sur les moyens, mais surtout sur la finalité. La définition du totalitarisme, selon Hannah Arendt, se constitue par un état totalitaire qui répond avant tout à une dynamique idéologique et qui obéit à une vision du monde particulière et restreinte. Dans l'optique totalitaire, l'énorme complexité de la réalité se réduit à une seule idée, qui devient la clé occulte de tout ce qui se passe, de tout ce qui apparaît et disparaît sur la surface du globe. Donc il y a quand même une notion, si on va téléologique, télos la fin, et si on est sur un versant plus religieux, eschatologique. Pour le nazisme, la lutte perpétuelle des races supérieures pour la survie, pour la suprématie, devient ainsi le moteur absolu de l'histoire. En ce qui concerne le stalinisme, ce moteur n'est rien d'autre que la nécessité historique qui entraîne le prolétariat à expulser de la réalité les classes sociales qui entravent ou freinent le progrès. Alors on l'a vu chez des auteurs comme Tourguenieff, le nihilisme, pas celui de Nietzsche mais de Tourguenieff, où il fallait justement annihiler tout ce qui était bourgeoisie russe de l'époque. La vision totalitaire est dès lors une vision extrêmement simplifiée et déterministe, selon laquelle tout changement est déjà écrit et prescrit. De cette façon, les deux idéologies sont plutôt des modèles dévoyés d'une foi aveugle dans la toute-puissance du pouvoir qui ne se distingue pas à la nature et qui finit par considérer l'individu comme quantité négligeable et méprisable et en conséquence accessoire. Donc en ce qui concerne justement le communisme, on parle sûrement de matérialisme historique.
les mots ont un sens. Alors, en fonction du contexte historique, ça évolue, la sémantique évolue. L'assertion « tout est nécessaire » ne devient totalitaire que quand elle instaure la perspective corrélative d'un « tout est possible ». Comme le dit Arendt, Hitler et Staline n'apportent rien aux idéologies dont ils s'inspirent. Ils se contentent seulement de les prendre mortellement au sérieux, jusqu'au point de n'admettre qu'aucun autre fait, aucune autre réalité ne puisse coexister avec leur fiction idéologique. On va voir en quoi l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle la manipulation, mais l'ingénierie sociale marchait déjà dans les années 30, fin des années 30 et dans les années 40. Arendt dit que le totalitarisme ne tend pas vers un règne despotique sur les hommes, mais vers un système dans lequel les hommes sont superflus. Donc ils sont considérés comme des numéros, des chiffres, des quantités, et on en oublie la qualité intrinsèque de chaque être humain. L'analyse de sa spécificité, de ce qui est le plus distinctif dans le phénomène totalitaire, doit prendre en compte la manière dont le totalitarisme affecte l'individualité de chaque être humain, son rapport au caractère unique de chaque personne humaine qui entraîne la pluralité à la base de la coexistence sociale. Donc c'est une manière de déconstruire, avec cette philosophie du milieu des années 60, de la French Theory, de déconstruire donc une réalité, des réalités, et d'en faire une seule réalité qui amène à une idéologie, un paradigme idéologique vers un totalitarisme. Totalitarisme, ça veut dire que ça englobe la totalité. Personne n'est épargné. Seule l'idéologie totalitaire envisage le monde normal de la vie comme un aspect qu'il faut redessiner, qu'on soit la société plurielle, comme un matériau brut qui doit être remodelé en utilisant la terreur. Alors je vous conseille de lire L'archipel du Goulag de Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature, qui a vécu justement et qui décrit sa vie dans les goulags pendant quelques années. Un grand penseur. Et Le pavillon des cancéreux et d'autres ouvrages. Dans ce sens, 2 siècles ensemble aussi, dans ce sens, si les dictatures violentent la liberté, la coexistence civile et la participation politique, l'objectif de la furie totalitaire est pour sa part de s'attaquer à la condition humaine en tant que telle, au monde de la vie dans son ensemble. À la fin des origines du totalitarisme, Arendt s'appuie sur le concept kantien de mal radical, en référence au crime totalitaire. Pour Kant, cette notion renvoyait à la perversité du cœur humain, qui ne se laisse jamais guider entièrement par la raison morale, mais cherche toujours en même temps son propre intérêt égoïste. On revient un petit peu aux passions, mauvaises passions, mauvais pathos. Mais la redéfinition du concept kantien que propose Arendt est totale. Pour elle, le mal radical se révèle dans les événements eux-mêmes, plus que dans l'intention de ses exécutants, et il ne renvoie pas au principe d'égoïsme, qu'il soit collectif ou national. Dans les origines du totalitarisme, Arendt entend souligner que ce qui l'intéresse n'est pas seulement l'événement totalitaire en lui-même, mais aussi d'où il vient et quelle est son origine. Alors, ça renvoie aussi à certaines expériences qu'il y a eu dans les années 50-60, comme l'expérience de Stanford, Milgram et de H, qui se concerne tout ce qui est congruence, incongruence entre le moi réel et le moi idéal. Donc là, c'est donc certains psychologues qui ont étudié sur ça. Alors, une réalité aussi terrible et mortifère ne surgit pas de nulle part. Elle ne provient pas de monstrueux accidents exempts de tout contexte significatif. Bien au contraire, le phénomène du totalitarisme, même s'il est lié à des mouvements politiques de masse déterminés, comme des antécédents, une histoire marquée de ruptures qui ont rendu possible la dévastation finale. Il ne s'agit évidemment pas d'une série de causes effectives qui auraient occasionné au final les catastrophes allemandes ou russes, selon une séquence ordonnée de faits, mais plutôt d'expériences collectives qui, d'une certaine façon, ont préparé le saut vers les purgatoires et les enfers du totalitarisme, des formes précises d'agitation et de domination politique qui, introduites tout au long du XIXe siècle, ont pu s'insérer parfaitement dans les cristallisations totalitaires d'après la Première Guerre mondiale. Alors, sur la deuxième partie, là, on va parler justement de la banalité du mal. Donc, en 1961, Arendt assiste à Jérusalem au procès d'Adolf Eichmann.
l'un des plus importants responsables de l'Holocauste, ce qui au départ ne devait être qu'une opportunité de se confronter à son passé de juive et d'allemande finit par lui révéler un type de mal dérangeant par la banalité et la médiocrité de son exécutant. Les origines du totalitarisme et conditions de l'homme moderne, c'est une autre œuvre de Hannah Arendt, ces deux œuvres monumentales écrites par cette dernière au cours de la décennie 1950 ont offert à la théoricienne une place de choix dans la réflexion politique du XXe siècle et dans la discussion philosophique sur l'action humaine. Eichmann à Jérusalem est une sorte de travail journalistique qui provoque une vive polémique dès sa publication. Pendant l'ère nazie, Eichmann avait été l'un des plus importants responsables des SS, créé à ses débuts pour protéger Hitler. Eichmann lui-même avait été chargé de concrétiser la solution finale au problème juif, c'est-à-dire l'annihilation totale de ce peuple dans les camps d'extermination. Ce dernier avait réussi à fuir l'Europe pour s'installer en Argentine. On fut issu retrouvé, donc il avait pris une autre identité pendant à peu près une dizaine d'années et fut capturé par l'État israélien afin de répondre de ses crimes. Donc pendant des semaines, Arendt assiste aux audiences, elle écoute les plaidoiries du ministère public et de la Défense, la déclaration de l'accusé, les témoignages des survivants, les réponses des fonctionnaires juifs qui avaient traité avec Eichmann avant la guerre. Avec toutes ces informations rassemblées, elle décide de publier Eichmann à Jérusalem à partir de 1963. Cet ouvrage fait polémique quant à ce que Arendt appelle la banalité du mal. En effet, dans une lettre à son mari Blöcher, elle écrit « Tout empeste la normalité, il est indescriptiblement médiocre et répugnant », en parlant de ce dernier, d'Eichmann. Son œuvre la moins philosophique, peut-être la moins personnelle, qui doit être lue comme une histoire condensée des événements pour lesquels l'ancien chef des SS fut jugé. L'ouvrage parcourt la chronologie de l'Holocauste et évoque les différents lieux où il s'est déroulé. Alors l'Holocauste en hébreu, ça veut dire l'offrande, le sacrifice. Cet ouvrage ne contient pas de discussion théorique sur la signification de banalité du mal et ne propose pas non plus d'élaboration conceptuelle à proprement parler. Il est vrai que cette expression clôt le chapitre final du livre. La dernière phrase avant l'épilogue final affirme, comme si en ces dernières minutes, Eichmann résumait la leçon que nous a apprise cette longue étude sur la méchanceté humaine, la leçon de la terrible, de l'indicible, de l'impensable banalité du mal. Alors, le cas Eichmann vaut également comme paradigme, comme exemple type d'une conduite normale dans des conditions totalitaires. Arendt centre sa présentation sur le profil humain de l'organisateur efficace d'un crime infini. Il s'agit d'une enquête sur le type d'homme qui occupait le cœur de cette machine de mort et sur les motivations qui le guidaient. Le profil d'Eichmann ne correspond pas à celui des gardiens brutaux, des camps. Cet individu n'était ni dément, ni psychopathe, ni un homme sadique qui se livrerait avec délice à l'exercice de la violence. À la différence d'autres responsables des SS ou de nombreux idéologues, collaborateurs ou sympathisants du nazisme, les implications culturelles de l'idéologie nazie paraissent accessoires à Eichmann. Et les proclamations philosophiques ou pseudo-philosophiques de cette dernière lui sont étrangères. La thèse de la banalité du mal commence en somme pour signaler la disproportion inouïe entre l'atrocité du crime et la normalité, presque la vulgarité de l'agent qui y prend une part aussi active et aussi décisive. Eichmann n'était pas seul pour mener à bien son travail à la plus grande efficacité. Il a besoin d'une armée de gérants, de techniciens, d'administrateurs, d'employés de bureau et d'ouvriers, tous convenablement organisés et en règle générale dépourvus de la pulsion destructrice qui les aurait poussés à poursuivre, à massacrer d'autres êtres humains. Dans leur immense majorité, ces individus n'étaient pas des assassins congénitaux, ni même des sujets qui auraient découvert sur le tard leur vocation pour le crime. C'étaient simplement des professionnels consciencieux de bons pères de famille. Pourtant, cette prédominance de la médiocrité que l'on trouve dans presque toute la société humaine n'a absolument pas évité au sein de la société totalitaire que des sujets normaux, banals, adhèrent aux tâches d'annihilation que le régime avait mises en œuvre. Cela n'a pas gêné leur dévouement ni affecté leur efficacité. Ils se sont simplement représentés leur devoir comme une mission de plus imposée par les instances supérieures. Et ils l'ont accompli avec la même rigueur et professionnalisme qu'ils avaient pu montrer dans des engagements antérieurs.
Comme le remarque dans cet exposé, la banalité du mal suggère que l'absence de toute motivation logique et spontanée de la part du sujet est compatible avec sa participation organisée et continue au mal causé. À leurs propres yeux, ils ne s'étaient aucunement transformés en criminels ou en monstres de méchanceté. Ils étaient simplement restés les bons citoyens et les travailleurs compétents qu'ils avaient toujours été. À ce cadre complexe de la banalité du mal, Arendt ajoute une nuance très significative, se référant à un trait particulier qu'elle reconnaît chez Eichmann. Comme elle écrit dans sa dernière œuvre, La vie de l'esprit, je cite, « La seule caractéristique notable qu'on décelait dans sa conduite, passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l'avaient précédé, était de nature entièrement négative. Ce n'était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. » Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. C'est intéressant de lire Hannah Arendt en ce qui concerne la théoricienne politique, philosophie politique, qui a su impulser justement ce domaine d'études et qui a apporté beaucoup. Donc je vous conseille de lire ses ouvrages, L'origine du totalitarisme, La vie de l'esprit, La condition de l'homme moderne, Eichmann à Jérusalem. Ça permet de remonter dans le passé, de comprendre surtout, c'est ça, comprendre, je dirais, comme disait Thucydide, la cause des causes, quoi. Il y a les conséquences, mais pour pas que tout cela se reproduise, il faut connaître et déterminer les rhizomes du mal, les racines du mal. Voilà, je vous remercie, c'était Nicolas sur la chaîne philosophique. Vous pouvez activer les notifications, vous abonner à la chaîne philosophique et partager et même mettre des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci, au revoir.